L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons.
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. La Commission européenne est partie en guerre contre l'argent liquide. Haro sur le cash. Le 23 janvier dernier, forte de son monopole d'initiative dans les institutions européennes, l'organe exécutif de l'Union européenne enjoint les deux autres principales institutions communautaires, à savoir le Conseil et le Parlement, à adopter des mesures supplémentaires en matière de limitation des paiements en cash dans le cadre du contrôle des liquidités transitant par l'Union. Objectif mis en avant, renforcer les mesures existantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. Il faut transporter les billets, assurer la sécurité des convois et compter les fonds, un circuit qui coûte du temps et de l'argent. Et oui, c'est toujours pour le bien des populations qu'on restreint ces libertés. Pour rendre efficace cette lutte contre le terrorisme, la Commission appelle également à une uniformisation des législations déjà en vigueur. Il faut dire que les gouvernements des pays membres n'ont pas du tout la même appréhension de cette problématique de l'argent liquide. Le document souligne que la distorsion en matière de législation sur les transactions en liquide d'un pays membre de l'Union à l'autre peut encourager les criminels et les terroristes à contourner certaines restrictions dans leur propre pays en se rendant dans les pays moins regardants. Les pays nordiques sont pionniers en la matière. Après avoir été la première nation européenne à introduire des billets de banque en 1661, la Suède pourrait devenir la première à s'en débarrasser. Le Danemark s'y prépare aussi. Une récente étude du KTH, l'Institut Royal Technologique de Stockholm, publiée mercredi 14 octobre, illustre ce phénomène en Suède où il n'y a plus que 80 milliards de couronnes suédoises en circulation, soit 8,5 milliards d'euros, contre 120 milliards de couronnes, 12,8 milliards d'euros, il y a 6 ans. À Stockholm, près de 80% des transactions se font numériquement. Il est même devenu impossible d'acheter un ticket de bus avec du liquide. Autrement dit, sans smartphone, à Stockholm, vous ne pouvez rien acheter.
Tout y contribue, y compris et surtout le boom technologique. Puces RFID, smartphones, cartes sans contact, les initiatives explosent et sont toutes plus branchées les unes que les autres. Le principe est donc plaisant en première lecture. Gain de temps, économie de papier, sécurité. En dématérialisant la monnaie, on tue dans l'œuf toute velléité de vol à l'arraché ou même de cambriolage puisque le matériel volé ne pourrait s'échanger contre du cash. Mieux, les trafics en tout genre se trouveraient fortement contrariés, de même que le travail au noir. Ainsi, toute l'économie parallèle pourrait se trouver démantelée par le simple contrôle numérique de l'argent. Bienvenue dans le monde merveilleux et aseptisé du tout numérique. Sauf qu'à cette présentation idyllique d'un monde sans argent papier, nous pouvons opposer quelques arguments de poids. Nombreux sont les économistes ou autres experts qui nous présentent la chose comme une opportunité de pouvoir enfin faire face à la fraude fiscale. Or, la récente affaire des papiers de Panama nous a bien démontré qu'il était tout aussi simple de détourner l'argent de son fisc adoré de manière numérique et que ce n'est en aucun cas un afflux incontrôlé d'argent liquide qui aurait pu permettre cette évasion massive, qui, soit dit en passant, n'est que l'infime partie émergée d'un colossal iceberg au milieu de centaines d'autres icebergs. Pour en revenir au terrorisme, une récente étude du CAT, le Centre d'analyse du terrorisme, think tank européen créé en 2014, montre que Daesh est propriétaire de plus de 2200 milliards de dollars de richesses, répartis entre le commerce du coton, la vente de pétrole brut, la drogue, la traite des femmes et des enfants et 130 banques de dépôt. On peut penser légitimement que les entités commerçant avec l'État islamique ne règlent pas tout en liquide. À ces hauteurs, vous pensez bien que cela ferait un sacré convoi de mallettes. Alors, est-ce une bonne chose au final? Certainement pas pour les peuples libres et les nations souveraines. Battre monnaie est une prérogative régalienne. C'est un pas de plus vers un gouvernement mondial, c'est un pas de plus vers la confiscation de l'épargne des peuples. Car souvenez-vous, depuis le 1er janvier 2016, l'Union européenne a autorisé les banques à se renflouer sur les comptes de leurs clients. L'épargnant, étant un créancier de la banque, peut voir ses actifs saisis. Alors comment protéger son argent s'il n'est plus possible de retirer de l'argent liquide? Mais sans même attendre une crise bancaire mettant en faillite votre banque, celle-ci pourrait profiter des fameux taux négatifs proposés par la BCE. Le rêve, on vous paierait pour emprunter. Si d'aucuns considèrent ces taux comme une bonne nouvelle et les attendent avec impatience, il serait bon qu'ils se rappellent que ces taux ne s'appliquent pas seulement lors d'un prêt immobilier. Ces taux s'appliquent également sur les dépôts et les placements. Autrement dit, en cas de taux négatif de 1%, attendez-vous à voir votre banque vous ponctionner vos avoirs de 1%, y compris sur votre compte courant. Tant qu'il reste de la monnaie liquide, nous avons toujours la possibilité de thésauriser sous notre matelas. Mais en cas de monnaie exclusivement numérique, nous n'aurons pas d'autre choix que de payer encore et toujours. Une fois de plus, au nom de notre sécurité, toutes nos libertés nous sont confisquées une à une. Big Brother est bien en place et les Français n'ont rien fait pour le contrer. Les fonds arrivent dans des sacs en plastique sécurisés. Chaque sac correspond à un versement d'un client pouvant être une agence bancaire, une grande surface. L'étape numéro 2, c'est de mettre ces fonds dans des boîtes de conditionnement afin de faciliter l'alimentation de la machine. Et de là, on va à la machine qui va faire son travail de comptage, d'authentification et de conditionnement. Chaque sac a un montant annoncé et on doit vérifier si le montant déclaré par le client correspond à ce qu'il a mis à l'intérieur. Il y a à peu près 1000 à 1500 sacs par jour à compter, peut-être plus. Les cartes que vous voyez permettent de bien différencier les clients les uns par rapport aux autres parce qu'on doit revenir vers chaque client et leur dire « Monsieur, vous aviez bien annoncé » ou « Non, il manquait un billet » ou « Il y avait un billet faux dans votre remise ». C'est parti. Cette machine a 3 sous-ensembles. Un ensemble qui s'appelle le bloc d'alimentation. On va mettre les billets et où ils vont être alimentés un par un à une vitesse de 1800 milliminutes. Ensuite, on a un bloc, ce qu'on appelle un bloc de détection, où vous avez tous les détecteurs et tous les ordinateurs. Et le troisième bloc, c'est ce qu'on appelle le bloc
de conditionnement. Ce sont des mécanismes de banderolage automatique. Et le produit fini, ce sont des billets triés par coupure et banderolés par sang. Les billets faux par contre, seront bien sûr eux mis de côté pour l'identification par les opérateurs et par la banderole. Voilà. Donc vous voyez un exemple de billet faux. Vous sentez, il est épais, il colle, c'est pas un papier, c'est une photocopie. C'est une bonne contrefaçon. Mais sur ce type de machine, elle a aucune chance de passer. La machine regarde de l'infrarouge et du magnétique. Sur le nouveau billet, la nouvelle série Euro, il y a ici une grande public pour aider les gens justement sur la contrefaçon. Ici transite à peu près 10 000 billets de 5 euros par jour. C'est un tout petit volume. C'est 5% des billets en circulation et des billets comptés sur ce site. Les billets anciens seront versés à la banque centrale. Ils seront retirés tout doucement et naturellement de la circulation. Mais comme elle en a encore un certain nombre en stock, on va avoir une double circulation pendant un petit moment.
Une émission de la télévision bavaroise a creusé la question de savoir à qui le plan de suppression de l'argent liquide rend service. Christoph Schäfer, spécialiste en matière de protection des données, s'est prononcé de la manière suivante. Les grands profiteurs d'une suppression de l'argent liquide seraient certainement les banques. D'une part, elles s'épargnent des frais de transaction pour les opérations en liquide. Elles ne doivent plus mettre à disposition aucun distributeur automatique de billets. L'argent ne doit plus être imprimé. Et d'autre part, bien sûr, les banques gagnent aux transactions. Il s'agit là d'une affaire de plusieurs milliards. En outre, le chemin serait libre pour des intérêts négatifs, donc des taxes qui pénalisent l'épargnant. Mais Schäfer va encore plus loin. Supprimer l'argent liquide veut dire en fait que nous n'avons plus aucun moyen de paiement anonyme. Dès lors, je crois que la vraie motivation des autorités du fisc est d'exercer un contrôle complet des flux de paiement des citoyens. Autrement dit, obtenir le citoyen transparent. Big Brother, c'est tout. Ce que l'émission ne mentionne pas, c'est que le citoyen transparent pourrait servir avant tout au but de construire un ordre mondial dictatorial dans lequel tout moyen d'existence peut être retiré aux dissidents par simple pression sur un bouton. Depuis des mois, au travers des médias, les politiciens expliquent avec insistance au grand public à quel point l'utilisation des pièces de monnaie et des billets de banque est démodée et incommode. Et à quel point, par contre, l'utilisation de cartes de crédit et de cartes à puce serait moderne et efficace. De plus, on répète comme un moulin à prière que l'utilisation de l'argent liquide favorise le blanchiment d'argent, qu'il avantage le détournement d'impôts, qu'il soutient la corruption et facilite aux terroristes l'approvisionnement en argent. Nous en avons déjà parlé sur CLA TV. L'observateur impartial s'étonne et pose la question suivante. Pourquoi ces sujets sont-ils de plus en plus soulevés justement maintenant ? Car le blanchiment d'argent, le détournement d'impôts, la corruption et aussi le terrorisme existent depuis toujours. Et de toute façon, les vraies grandes affaires financières crapuleuses ne passent pas par l'argent liquide. Ces 4 raisons ne semblent être qu'un prétexte. C'est pourquoi les experts financiers formulent de manière un peu exagérée les véritables motifs qui se cachent derrière les campagnes actuelles contre l'argent liquide. On veut leur argent. Alors cela vaut la peine de regarder d'un peu plus près derrière les coulisses et de se faire une idée de ce à quoi tout cela est relié. Lors du krach financier en 2008, le système financier global n'a pu être sauvé que par un bail-out. Cela veut dire qu'à cette époque, les États ont apporté de l'aide avec l'argent du contribuable en injectant artificiellement des capitaux et sauvé de nombreuses entreprises financières et banques vouées au déclin, avec la justification qu'elles seraient too big to fail, ce qui veut dire trop grandes pour échouer. Mais par la suite, celles-ci n'ont pas saisi ce traitement préférentiel comme une occasion pour endiguer leurs propres risques. Tout au contraire, elles se sont exposées à des risques encore plus grands et ont accumulé encore plus de dettes. Comme aujourd'hui, les États ne sont tout simplement plus en mesure de sauver de nouveau les banques en cas de crise, un autre bail-out, c'est-à-dire une autre aide financière venant de l'État, ne sera plus possible dans un prochain cas d'urgence. C'est pour cette raison que le bail-in a été introduit en Europe début 2016. Cela veut dire qu'à l'avenir, les entreprises financières seront sauvées tout d'abord en ayant recours aux avoirs des actionnaires, des propriétaires d'obligations et des épargnants. Cela a déjà été mis en œuvre à Chypre et en Italie, mais avec des conséquences. Beaucoup de gens essayent actuellement de se protéger en fermant leurs comptes et en entassant leur fortune sous forme d'argent liquide. Pour retirer aux gens cette possibilité de retrait, l'argent liquide doit être supprimé ou du moins endigué. Car si l'argent liquide n'existe plus, les gens seront obligés de laisser leur argent dans les établissements de crédit ou bien de changer pour un autre établissement de crédit prétendument plus sûr. En cas de crise, l'État et le secteur financier pourraient sans problème par ce biais avoir recours à ces dépôts privés. Mais il existe encore une autre raison pour l'abolition forcée de l'argent liquide. Actuellement, les intérêts des banques sont à 0, ou bien même ils sont arrivés dans le négatif, en Suisse par exemple, au Japon et dans quelques pays de l'UE.
La conséquence de l'intérêt négatif est la suivante. À la fin de l'année, au lieu de payer au déposant des intérêts sur son avoir économisé, dans un avenir proche, on lui prendra même encore un pourcentage de son argent comme intérêt négatif. Mais là aussi, la population n'accepte pas tout simplement cette forme d'expropriation insidieuse. Comme l'exemple de la Suisse nous le montre, la majorité de la population retire son argent des banques. Vie quotidienne, on pourra bientôt se promener beaucoup plus léger, sans argent liquide et même sans carte bancaire. De nouveaux moyens de paiement font leur apparition. On va découvrir le porte-monnaie du futur avec Christophe Vallambra qui nous a rejoint sur ce plateau. Christophe, bonjour. Que devra-t-on avoir dans son sac à main ou dans ses poches ? Eh bien, ce que l'on a déjà dans sa poche pour beaucoup d'entre nous, un smartphone, on paye depuis longtemps déjà avec sur Internet, mais regardez, désormais, il suffira de photographier sa carte bancaire pour pouvoir payer, par exemple, son taxi sans entrer une multitude de numéros ou de codes. Encore plus simple, une application, elle a vos données personnelles enregistrées. Pour payer le parc-mètre, il suffit d'en entrer le numéro. Encore plus simple, dans ce petit bracelet, une puce électronique qui vous est personnelle, vous permet de régler vos achats, vous allez voir, en tout juste une seconde. Vous prenez tous ces systèmes et vous obtenez, en les mélangeant, le paiement par smartphone sans contact. C'est déjà une réalité pour payer les transports en commun dans certaines villes de France. Évidemment, Christophe, on va se demander si ces modes de paiement sont sécurisés. Alors, verdict. Les ingénieurs répondent très largement en partant de la biométrie, nos données physiques personnelles. Il suffira, par exemple, d'appliquer notre pouce sur un récepteur, par exemple encore un smartphone. Le système identifiera la personne et validera ou pas le paiement. Est-ce que c'est fiable à 100% ? Les ingénieurs réfléchissent déjà à la suite. Le traitement oculaire, c'est le même système avec notre iris, un brin plus complexe. On peut aller encore plus loin. Dans ce magasin, par exemple, les clients sont entièrement scannés. L'intégralité du visage, qui nous est très personnel, est auscultée. On repère la personne, elle n'a plus qu'à valider son achat. Voilà comment demain nous pourrons payer. J'ai eu des centaines de lecteurs, spectateurs qui m'ont envoyé des mails en me disant que le journal télévisé de France 2 à 20h avait traité le fait que la Suède s'apprêtait à supprimer l'argent liquide. Voilà. Donc c'est un prélude effectivement à la suppression globale de l'utilisation de l'argent liquide en Europe. Et d'ailleurs ça a été confirmé puisqu'il y a une directive que j'ai publiée c'est un fichier PDF, vous pouvez le télécharger sur quotidien.com. Donc c'est la directive, c'est la feuille de ce qu'on appelle techniquement la feuille de route, même si je déteste ce terme, pour la suppression de l'argent liquide à partir de 2018. Donc c'est une feuille de route qui va s'étaler à partir de 2018 jusqu'à, on va dire, 2022. Voilà. Et c'est extrêmement préoccupant parce que on voit que on voit que la censure de tous les médias indépendants va effectivement aussi avec la censure, si je puis dire, de l'utilisation de l'argent liquide par les citoyens. Donc vous n'avez plus le droit de lire des informations sur des sites qui sont indépendants, et de la même façon, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre propre argent comme bon vous chante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est un vol de vos économies. C'est ça que ça veut dire. À partir du moment où vous ne pouvez pas retirer l'argent qui est sur votre compte bancaire et qui est en excédent, voilà. Aujourd'hui encore, il y a encore 10 ans, 5 ans, si vous aviez, 10 000 euros, vous alliez à la banque et vous dites, voilà, je prends 8 000 euros parce que je pars en vacances, je vais tout claquer pendant le mois d'août, vous le faisiez sans problème et le banquier, vous emmerdez pas avec ça. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez dépenser votre argent qu'avec votre carte de crédit, voilà. Et tout le reste restera de force à la banque, puisque vous ne pourrez pas le retirer. Donc techniquement, tout argent que vous ne pouvez pas retirer, eh bien, il est quelque part à la banque. Et ça, en fait, c'est pour masquer la faillite des banques. Donc c'est un sujet que vous connaissez bien, qui m'est très cher, mais là vous avez une preuve définitive. On l'a vu par la suppression du billet de 500 euros en Allemagne. On a vu des textes qui arrivent des économistes entre guillemets de Harvard qui veulent la suppression du billet de 100 $. Donc il y aura plus de films de western avec les billets de 100 $, c'est fini. Et j'ai même vu passer une directive où il est question de supprimer le billet de 50 $. Il y a 3 ans, c'était également une directive européenne. Il fallait supprimer le billet de 500 $ parce que ça servait aux trafiquants de drogue.
Voilà. C'est toujours la bonne excuse. Hein. Et en fait, je finis là-dessus. La directive qui est sortie, elle a été faite au mois de décembre, juste après l'attentat islamiste qui a eu lieu à Berlin. Voilà. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, oui, les terroristes utilisent de l'argent liquide. Là, pour le coup, les terroristes musulmans, ils ont bon dos. Hein. Là, franchement, alors qu'ils y sont pour rien. À Nice, le mec, il a foncé dans la foule. Il a loué son camion avec sa carte de crédit. Je le rappelle. Enfin, voilà. Donc, vous voyez bien que c'est un faux prétexte. Le terrorisme est un faux prétexte. En revanche, après chaque attentat, il y a toujours une suppression, une liberté de plus qui est supprimée pour les citoyens. Et là, maintenant, on va vers la suppression totale de l'argent liquide. Et ça se fait progressivement parce que déjà depuis c'est la technique du voleur chinois. Depuis le 1er septembre dernier, on peut plus payer à plus de 1 000 € en liquide. C'est ça, avant c'était 3 000. Ça va être quoi la prochaine étape alors ? Ah bah la prochaine étape, ils vont baisser, ils vont le mettre à, je sais pas, 200 €. Et puis ils vont remonter, jusqu'à présent, vous l'avez sans doute remarqué, comme toutes les personnes qui nous regardent, vous aviez le paiement sans contact avec votre carte Visa, elle était à 20 €. Et donc il y a une directive qui est passée en même temps qu'est arrivée la note européenne sur la suppression de l'argent liquide à partir de 2018. On remonte le paiement sans contact à 30 €. Et bientôt, en fait, ce paiement sans contact, ils vont le remonter progressivement. Voilà. Et quelles sont les solutions pour éviter c'est-à-dire que là, en fait, on va vers un État totalitaire. Hein, voilà. C'est un État totalitaire ou un État fasciste, comme on veut, puisque on vous interdit d'utiliser votre épargne comme bon vous semble. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas 150 solutions. Si vous avez de l'épargne, et il y a beaucoup de gens, les personnes âgées notamment, papy, mamie, etc., qui ont toujours tendance à garder genre 20 000 € dans... J'avais vu en Italie, c'était une tradition de mettre genre 100 000 € en dessous du lit, etc. Bien sûr, en français on appelle ça les économies sous le matelas. Voilà. C'est une grande tradition qui consiste en fait, c'est un minimum de liberté. Et à partir du moment où c'est votre banquier qui contrôle votre vie, votre banquier appuie sur un bouton et vous êtes mort. Vous ne pourrez, c'est ce que j'ai dit dans un autre interview, vous ne pourrez plus prendre le métro, vous ne pourrez plus acheter un billet de chemin de fer, vous ne pourrez même pas acheter un billet d'avion, vous ne pourrez même pas passer un péage. Parce que bientôt les péages, ça va être la même chose, puisqu'on va vers la suppression du liquide. C'est quand j'ai vu un autre pays, je crois que c'est Singapour ou je ne sais plus quel autre pays, suppression totale de l'argent, des pièces de monnaie. Voilà. Donc on voit bien que c'est un mouvement global et que d'ailleurs j'avais annoncé dans le livre, on en a parlé il y a quelques années, de 777. C'est que j'ai publié il y a maintenant 8 ans quasiment, 8 ans 9 ans. C'est-à-dire vraiment le plan est exactement tel que je l'avais vu et c'est ça qui est effrayant d'ailleurs. Moi, sincèrement, c'est vraiment effrayant. Et pourquoi il n'y a aucune révolte? Parce que j'entends personne s'alarmer de ça, en fait. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils se révoltent? Vous avez un journal qui s'appelle l'Humanité. Les annonceurs les plus fréquents, alors personne ne lit ce journal, je rappelle. À part, il est distribué gratuitement dans les aéroports, à Roissy, Orly, etc. Mais personne ne le prend, ils s'en foutent. Les seuls annonceurs que vous voyez là-dedans, la plupart du temps, ce sont des banques. Les banques sont les plus gros annonceurs. Regardez bien les télévisions, regardez bien les journaux, regardez bien le Figaro, regardez bien les magazines comme l'Express, Nouvel Observateur, le Figaro, c'est chargé d'assaut, c'est pas les banques. Non, je parle des annonceurs, de la publicité. Les annonceurs, d'accord. Voilà, il n'y a pas de très gros budgets. Dans l'industrie, il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais il n'y a aucun contre-pouvoir à partir du moment où le politique a donné son accord. Je vous signale que tout ça ne peut pas arriver si les lois n'ont pas été votées au préalable au Parlement. C'est impossible de passer à ça. Regardez ne serait-ce que les mesures pour abaisser avant il n'y avait pas de limite, vous pouviez acheter votre voiture en liquide, vous pouvez toujours le faire d'ailleurs en Allemagne, je vous le signale, mais de ma revue de presse
ce que j'ai vu grâce à tous mes lecteurs, il y a beaucoup de lecteurs francophones qui sont en Espagne, en Italie, en Norvège, etc. Et ils m'envoient justement les lois qui sont passées dans leurs parlements respectifs. Et j'ai vu que c'est une organisation, c'est-à-dire après la France c'est l'Italie, après l'Italie c'est l'Espagne, etc. C'est tous les niveaux, les niveaux maximum de paiement en espèces sont systématiquement abaissés, un peu comme un tourniquet. Voilà, tous les pays passent à la casserole, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Et donc on va vers la suppression et c'est la suppression des libertés. Je le précise, tout est là. Hein, voilà, c'est très important. Tout sera traçable, quoi, c'est ça. Pardon ? Tout sera traçable. Ah mais votre banquier en saura plus sur votre vie qu'à la limite la DCRI, quoi. Bah oui, hein, parce que techniquement vous achetez, si vous achetez bien, vous savez, observez bien ce phénomène. Je prends le système, l'équivalent du transport public, la RATP, donc l'équivalent anglais, hein, de la RATP. Les Anglais ont progressivement supprimé les ventes de tickets à l'unité. Maintenant, vous devez avoir une carte sans contact, etc. Et ça va être généralisé. Ça sera la même chose ici à Paris. Vous aurez votre carte Navigo qui est reliée à votre... on a votre identité, etc. Et quand vous passez, je sais pas moi, vous prenez le métro à Nation ou à Tuileries ou peu importe, eh bien, on pourra le voir exactement. On pourra vous suivre à la trace en fonction... C'est tout à fait invraisemblable. C'est Minority Report, quoi. C'est Minority Report. J'ai toujours dit que les écrivains sont des visionnaires. Et là, techniquement, mon livre 777, avec 8 ans d'avance, vous voyez que y a ce côté visionnaire chez les écrivains. C'est très net. Ça fait vraiment même peur, je trouve. Moi, je trouve ça absolument épouvantable parce que les grands vainqueurs de ça, je vous le rappelle, hein, ce sont les Américains derrière tout ça. Qui est le grand vainqueur à partir du moment où l'utilisation du liquide est interdite dans toute la France, par exemple? Qui seront les grands vainqueurs? Visa, grande société de San Francisco, hein, voilà. Mastercard, hein, conglomérat européen, mais avec des capitaux, on va dire, avec des parties prenantes américaines. C'est-à-dire que maintenant, et American Express, les banques, auront le monopole de l'argent. Il n'y aura plus d'alternative. Là, pour le coup, vous n'aurez plus aucune alternative. Donc, je réponds, je referme un tiroir qui est resté ouvert à votre question précédente. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la seule chose, c'est pour vraiment transformer votre argent en physique, parce que votre argent, si vous le laissez en banque, est détruit par l'inflation. On vous dit que l'inflation est à 0, mais tout le monde sait que c'est pas vrai. Si vous faites vos courses, c'est pas compliqué. Hein, l'inflation est de minimum 5 à 6% par an. Donc aujourd'hui, c'est soit vous achetez un studio, vous le mettez en location, même à court terme ou peu importe, soit vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, parce qu'au moins ça traverse le temps. Voilà. Ils ne pourront jamais le supprimer. Je suis allé acheter des pièces d'argent à Bourse, c'est ça? Oui, rue Viviane, oui. Apparemment, on peut acheter que avec une carte bleue et en montrant sa carte d'identité. Mais bien sûr, c'est une loi qui a été votée. En 2012, c'est ça? Absolument, c'est une loi qui a été votée. Par le Parlement ou qui a été imposé par Bercy, je me souviens plus. Mais peu importe, on voit que c'est le gouvernement français. Le gouvernement français a décidé pour empêcher les grosses fortunes de mettre leur argent dans des lingots d'or, enfin du moins pour pouvoir tracer, hein, voilà, c'est surtout ça. Hein, mais si vous achetez des pièces d'argent, ça ils s'en foutent. Hein, ils peuvent pas tracer. Non, mais ils demandent quand même la carte d'identité. Ils demandent la carte bleue, ils ne peuvent pas tracer. Rien ne vous empêche d'avoir offert une pièce d'argent à votre cousin, à la petite filleule, ou des pièces pour son bac, pour ses bonnes notes, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important on va vers la suppression. Vous conseillez quoi comme pièce d'argent, les 50 francs Hercule ou les 11 américains ou canadiens? Le 50 francs Hercule, c'est un grand monument typique français, mais vous avez également la Maple Leaf, vous avez les pièces d'argent américaines, vous avez la Philharmonique, enfin vous en avez quelques-unes. Mais ce que je veux dire par là, notez bien ceci. Toute cette opération de suppression du liquide est à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en Inde. Hein, en Inde, du jour au lendemain, le Premier ministre a supprimé l'argent liquide, enfin du moins l'usage des gros billets de roupies. Hein. C'est comme si en France on supprimait le billet de 100 €, le billet de 50 €. Voilà. On vous dit, monsieur, vous avez, madame, vous avez exactement 3 semaines pour aller à votre banque, hein, et pour changer. Pour changer vos billets contre les nouveaux. Hein. Mais si vous ne pouvez pas justifier la provenance de vos économies, hein, de l'argent que vous apportez,
on vous prend la moitié, et en garantie supplémentaire, on vous prend le dernier quart. Donc si vous apportez 10 000 euros, ou même 1 000 euros, 750 euros partent à l'État, et il vous reste 25 euros pour pleurer. Voilà. Et bien c'est ce qui s'est passé en Inde, là, au cours de ces 2 derniers mois. Allez sur la revue de presse, il y a eu un blackout médiatique. Mais évidemment qu'il y a un blackout, de la même façon qu'il y a eu un blackout médiatique lorsque l'Argentine a fait faillite en 2001. Voilà, quand le peso qui était adossé au dollar a explosé. Ça a enrichi les Américains et personne d'autre. Tout ceci, en fait, c'est une opération montée par les Américains, on revient toujours à eux, pour empêcher les Indiens d'acheter de l'or. Les médias. Ainsi, Peter Bofinger, membre du Conseil allemand des experts économiques, explique que l'argent liquide complique énormément les transactions financières. Comme exemple, Bofinger évoque le temps que les gens perdent à chercher la monnaie à la caisse du magasin et que la caissière perd à rendre la monnaie correcte. Par ailleurs, dit Bofinger, le marché du travail au noir et de la drogue serait rendu impossible par l'abolition de l'argent liquide. Mais s'agit-il vraiment de ces problèmes? Les transactions financières sans aucun argent liquide ne résoudraient-elles pas plutôt un problème gigantesque des banques? La peur que soit connue de tous leur création d'argent à partir de rien. Cela veut dire concrètement que les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas réellement, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et encaissent des intérêts dessus. Si les clients des banques retiraient tout leur argent de leur compte, ce qui serait absolument leur droit, toutes les banques feraient faillite sous peu. Qui s'étonne alors encore de ce que l'argent liquide doit être aboli? Les tentatives pour abolir l'argent liquide, si possible déjà en 2018, sont depuis longtemps en cours. Le but visé, c'est la surveillance totale et la limitation largement étendue de la liberté personnelle. Sans l'argent liquide, des prélèvements obligatoires sur le patrimoine sont possibles à tout moment au travers de taxes, et cela systématiquement. Sans l'argent liquide, les banques peuvent accroître l'endettement général quasiment à volonté, car il n'existera alors que de l'argent électronique créé à partir de rien, sur lesquels on prélèvera même des intérêts. Nous avons parlé de cela dans notre émission du 5 novembre 2015. Mais les citoyens tiennent tellement à leur argent liquide que son abolition avant 2018 semblait jusqu'ici irréaliste. Les campagnes médiatiques pour l'introduction de la société sans argent liquide n'y ont pas changé grand-chose. C'est comme si les citoyens sentaient intuitivement qu'ils abandonnent en même temps que l'argent liquide une partie plus grande de leur liberté. Car ce qu'on possède, on le possède. Peu importe si c'est dans le porte-monnaie ou caché sous le matelas, on peut en disposer si nécessaire. Mais cela n'est pas le cas avec l'argent purement électronique sur un compte. Celui-ci peut être effacé en un clic ou bien le compte peut être fermé complètement. Certaines cartes de crédit fonctionnent de manière semblable à l'argent liquide. Ce sont les cartes de crédit prépayées, c'est-à-dire des cartes que l'on charge au préalable et que l'on recharge et avec lesquelles il est ensuite possible de payer anonymement. L'argent n'est pas sur le compte, mais enregistré sur la carte. Avec cette carte, on peut, comme avec l'argent liquide, en quelque sorte stocker et dépenser des centaines d'euros sans devoir s'identifier. Par exemple, en France, on pouvait jusqu'à aujourd'hui acheter une telle carte prépayée d'un montant maximum de 250 € sans que l'identité soit vérifiée. Des cartes anonymes, rechargeables jusqu'à un montant de 2 500 € par an, sont également disponibles. Et on peut les recharger. On a ensuite une somme d'argent et un numéro de carte à disposition, et avec cette carte, on peut aussi faire des achats anonymes sur Internet. Mais c'est également cette sorte de carte de crédit qui se trouve actuellement en ligne de mire, et avec celle-ci probablement aussi l'argent liquide. Car après les attaques terroristes à Paris, les défenseurs de l'État français veulent mieux surveiller les transactions financières, c'est ce qu'annoncent les médias. Ils veulent pouvoir contrôler si un extrémiste suspect loue une voiture ou se rend dans un hôtel, contrôler où il voyage et ce qu'il achète. Dans un premier temps, les paiements en liquide ont été limités après les attaques contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, on ne peut pas payer en espèces des sommes de plus de 1 000 €. Mais le ministre des Finances, Michel Sapin, veut aller plus loin. Je cite Sapin. « Nous allons limiter l'utilisation des cartes prépayées.
Et avec quelle justification? Parce que ce seraient des cartes qui, je cite Sapin, ont aussi été utilisées par les terroristes. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Le ministre des Finances, Michel Sapin, avec le prétexte de lutter contre le terrorisme, veut donc surveiller toute personne suspecte, à commencer par ses voyages et ses achats, et si nécessaire, stopper ses activités de tout genre. C'est exactement cette extension de la surveillance et la limitation des libertés personnelles que nous avions pronostiqué dans notre émission du 18 novembre 2015. Sous l'effet du choc causé par les horribles attaques terroristes à Paris, les citoyens vont probablement accepter sans résistance ces lois qui entrent en vigueur avec l'état d'urgence. Alors la guerre psychologique de la terreur aura déjà parfaitement fonctionné. Ce que des milliers de campagnes médiatiques persuasives ne sont pas arrivées à faire jusqu'à aujourd'hui pour abolir l'argent liquide, la peur du terrorisme va peut-être y arriver. Le portail d'information indépendant Status Quo News a rapporté le 27 janvier 2016 que la plus grande banque norvégienne, la société anonyme DNB ASA, va complètement abolir l'argent liquide pour ses clients. Le chef de la DNB, Trond Bentestuen, a dit récemment dans une interview avec le plus grand journal d'Oslo, le Verdens Gang, que la Norvège n'a pas besoin d'argent liquide. Ce qui est intéressant, ce sont les détails de son explication. Je cite Bentestuen. 60% de l'argent liquide qui circule en Norvège est hors de notre contrôle. Une grande partie de cet argent se trouve chez les gens sous leur matelas. C'est de l'argent que nous ne voyons pas. Avec cette déclaration, Bentestuen donne un indice de ce qui se trouve derrière cette abolition de l'argent liquide demandée et planifiée par certains cercles. Les banques, qui se trouvent sous pression à cause de la crise économique mondiale, veulent s'assurer l'accès aux avoirs de leurs clients. Ceci ne fonctionne que si les clients bancaires laissent l'argent sur leur compte et ne l'accumulent pas justement en liquide, sous leur matelas ou dans un coffre. Pour atteindre ce but, on essaye de plus en plus de criminaliser la possession d'argent liquide. Selon une notification de l'agence de presse allemande dpa du 22 janvier, le chef de la banque allemande Deutsche Bank, John Siran, a dit lors du dernier Forum économique mondial de Davos que l'argent liquide ne sert plus qu'aux blanchisseurs de capitaux et autres criminels pour masquer leurs affaires. Un autre partisan de l'interdiction de l'argent liquide, l'économiste allemand Peter Bofinger, a déclaré dans le journal allemand Spiegel « S'il n'y a plus d'argent liquide, la barrière de l'intérêt zéro est supprimée et plus rien n'arrête les intérêts négatifs. » Cela veut dire que si vous ne pouvez plus vous faire verser votre avoir en liquide par votre banque, votre avoir peut être diminué à tout moment par un intérêt négatif ou même qu'un prélèvement sur les avoirs peut être effectué sur votre compte sans que vous puissiez vous défendre contre cela. Le chemin de fuite pour votre capital serait ainsi coupé. Et c'est exactement à cet endroit que commence le scénario qui s'applique depuis le 1er janvier. Si une banque devait devenir insolvable en Europe, le titulaire normal d'un compte serait obligé de faire ce qu'on appelle un bail-in. Cela veut dire que les faillites bancaires futures ne seront plus couvertes par l'argent du contribuable, donc un bail-out, mais payées par les titulaires de compte de la banque, un bail-in. Les gouvernements veulent certes faire croire aux titulaires de compte que seuls les comptes avec un avoir supérieur à 100 000 € seront utilisés en cas de krach financier bancaire et que les avoirs inférieurs à ce montant seront couverts par un fonds de garantie des dépôts. Mais en y réfléchissant bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'argent dans ces prétendus fonds de garantie des dépôts pour couvrir tous les comptes qui seraient concernés lors d'un krach bancaire. Sans argent liquide, votre avoir serait perdu à tout jamais. Argent liquide, une petite révolution que l'on a testée en Suède avec un porte-monnaie totalement vide. Je vais quand même essayer de voir s'il est possible de faire ses achats au quotidien sans argent liquide. Et la première étape, c'est ici au marché. Dans cette halle de Stockholm, entre tous les étals, nous commençons par le boulanger. Un pain de campagne qui coûte 5 €. Je n'ai pas de liquide, je peux payer par carte? Aucun problème, la carte est acceptée quel que soit le montant. Les gens seraient vraiment surpris s'ils ne pouvaient pas payer par carte et si on ne prenait que du liquide. Un peu plus loin, chez le maraîcher, encore un petit achat, et je peux encore payer par carte. Il n'y a jamais de montant minimum, alors les Suédois ont très vite pris le pli. Je paie le plus souvent avec ma carte, c'est très rare que j'utilise du cash. Je ne pourrais pas vivre sans ma carte aujourd'hui dans ce pays. La carte bancaire est donc un sésame indispensable
comme par exemple au musée à Barbe. Ici, la caisse n'accepte pas de liquide. Le légendaire groupe de pop chantait Money, Money, Money. C'était il y a 40 ans, une autre époque, depuis la Suède a fait sa révolution monétaire. Les banques ont supprimé les distributeurs les uns après les autres. À la clé, moins de frais de gestion, moins de braquage. 20% seulement des achats dans le commerce se font encore en cash. Un changement d'habitude si rapide que personne n'a pu résister, pas même les échoppes de rue, comme ce vendeur de hot-dog. Je peux payer par carte ? Certes, il paye une commission sur chaque transaction, mais cela en valait la peine. On a commencé à accepter la carte parce que sinon on perdait des clients. Et maintenant on en a plus. Tous les jeunes qui ne savent pas compter notamment, ils paient tous par carte. Plus de pièces, plus de billets. Mais comment font ceux qui en dépendent pour survivre ? Devant le métro, voici Pierre, un SDF, qui vend le journal. Je n'ai pas de liquide, comment je peux en avoir un ? Vous pouvez acheter un journal avec Swish sur votre téléphone. Swish, une application créée par les banques suédoises qui permet en 2 clics de faire des virements. La moitié de la population l'utilise. Pierre peut donc vendre son journal, mais il ne peut toucher plus que le prix indiqué, alors que les gens sont souvent plus généreux quand ils payent en espèces. Oui, ils donnent souvent plus, en particulier au moment de Noël. On reçoit un petit supplément. Ça serait bizarre si le liquide disparaissait. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. Régulièrement, Pierre doit repasser au siège du journal pour récupérer son argent. Les virements qu'il a reçus arrivent en effet sur le compte de l'association. C'est la seule fois de la journée où nous verrons de l'argent liquide. Le soir, direction ce bar du centre de Stockholm qui ne prend pas d'espèces bien sûr. 2 collègues de travail, Daniel et Harry, partagent un verre et l'addition grâce à l'application Swish. Ils ne payent plus rien en liquide, mais s'inquiètent aussi face à ce changement d'habitude. Quand vous avez un peu d'argent en main, vous savez quelle valeur ça a. Mais si vous avez la même somme sur votre compte en banque et que vous pouvez la transférer aussi facilement par Swish, vous perdez la notion de la valeur de l'argent. Alors que les gens sont souvent plus généreux quand ils payent en espèces. Oui, ils donnent souvent plus, en particulier au moment de Noël. On reçoit un petit supplément. Ça serait bizarre si le liquide disparaissait. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. Régulièrement, Pierre doit repasser au siège du journal pour récupérer son argent. Les virements qu'il a reçus arrivent en effet sur le compte de l'association. C'est la seule fois de la journée où nous verrons de l'argent liquide. L'argent liquide, une émission de la télévision bavaroise a creusé la question de savoir à qui le plan de suppression de l'argent liquide rend service. Christophe Schaeffer, spécialiste en matière de protection des données, s'est prononcé de la manière suivante. Les grands profiteurs d'une suppression de l'argent liquide seraient certainement les banques. D'une part, elles s'épargnent des frais de transaction pour les opérations en liquide. Elles ne doivent plus mettre à disposition aucun distributeur automatique de billets. L'argent ne doit plus être imprimé. Et d'autre part, bien sûr, les banques gagnent aux transactions. Il s'agit là d'une affaire de plusieurs milliards. En outre, le chemin serait libre pour des intérêts négatifs, donc des taxes qui pénalisent l'épargnant. Mais Schaeffer va encore plus loin. Supprimer l'argent liquide veut dire en fait que nous n'avons plus aucun moyen de paiement anonyme. Dès lors, je crois que la vraie motivation des autorités du fisc est d'exercer un contrôle complet des flux de paiement des citoyens. Autrement dit, obtenir le citoyen transparent. Big Brother, c'est tout. Ce que l'émission ne mentionne pas, c'est que le citoyen transparent pourrait servir avant tout au but de construire un ordre mondial dictatorial dans lequel tout moyen d'existence peut être retiré aux dissidents par simple pression sur un bouton. Au revoir. Une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. Le nouveau millénaire nous appartiendra. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Pour le moment, oui, l'islam représente une menace et un concurrent et un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City.